Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, je reviens pour vous faire un petit update lecture, parce que là j'ai quelques lectures à vous montrer. Sinon, en ce moment, au point de vue lecture, je viens juste de finir. Alors, je suis pas sûre que je vais vous en parler aujourd'hui parce que je l'ai fini hier et j'aimerais bien avoir un petit peu de recul sur ce livre. Alors, clairement, je suis pas loin du coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est L'Empire d'écume, tome 1, La fille aux éclats d'eau, et c'est de Andrea Stewart. Alors c'est aux éditions Castelmore et la collection Big Bang. Donc c'est de l'héroïque fantasy. Je pensais que c'était peut-être de la young adulte. Les personnages sont jeunes, mais enfin moi en tout cas en tant qu'adulte j'ai vraiment aimé. Donc je suis pas sûre que après, moi, avant, je lisais pas mal de young adulte, j'aimais beaucoup ça. En tout cas, voilà, le tome 2 sort, soit il est sorti, soit il va bientôt sortir. Et franchement, j'ai vraiment adoré, quoi. Et j'arrive pas à mettre. Enfin, si, il y a des choses qui m'ont plu, je sais pourquoi, mais pourquoi celui-ci en particulier? Des fois, il a rien de plus que certains autres livres, et je sais pas, c'est peut-être à l'écriture, mais voilà, en tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais attendre un petit peu avant de vous en reparler. Donc ça, c'était ma dernière lecture. Là, je viens de commencer Spécial cas de Céline de Rohani, donc qui est une enquête de Céleste Ibar. Je viens juste de commencer. Ibar, c'est pas son nom complet. Elle a un nom très compliqué. Je sais pas de quelle origine elle est. C'est ma première incursion dans le monde de Céline de Rohani. Alors, je pense que cette édition-ci est en auto-édité parce que je ne trouve pas de maison d'édition. Mais par contre, maintenant, elle est chez un éditeur. Alors, lequel, je ne sais plus. Et il doit y avoir au moins 3 volumes avec la même enquêtrice. Mais je ne sais pas si celui-ci est le premier. En tout cas, j'ai commencé, si ce n'est une particularité physique qu'a l'héroïne, euh, il n'y a rien de voilà qui pourrait faire penser qu'il y a eu un tome avant. Alors peut-être qu'il y a eu, sauf qu'elle travaillait sur Paris et là on l'a mis, c'est en Bretagne, je crois, Bretagne ou Normandie. Normandie, c'est à Nantes. Voilà, c'est la seule chose. Alors peut-être qu'il y avait, je sais pas, j'ai regardé sur internet, mais j'ai vu qu'il y avait 3 volumes. J'ai pas vu de volume avant celui-ci. Voilà. Donc là, on est plus dans du policier pour l'instant. Enfin bon, j'ai même pas encore lu 100 pages, mais j'avoue que je suis bien prise dedans aussi. Il est pas mal. Donc sinon, pour vous parler de mes dernières lectures, euh, j'avais repris un peu la saga de l'inspecteur Armand Gamache aux éditions Actes Noir de Louis Spini. Donc j'ai lu Un long retour. Alors c'est une série. Alors vous dire quel numéro c'est, je ne sais pas. Ce que je conseille à chaque fois, c'est pas la première fois que je le dis sur la chaîne, mais c'est de les lire dans l'ordre. Parce que surtout les 2 avant-derniers, parce qu'ils se suivent vraiment et ils parlent vraiment de. Voilà, ils règlent des affaires. Un fil rouge notamment qu'on voit un peu tout au long des enquêtes de l'inspecteur Armand Gamache. Donc ça se passe au Québec. L'autrice est canadienne, mais ça se passe au Québec. Et Armand Gamache il était inspecteur chef de la sûreté au Canada. Là, il est à la retraite. Il vient juste de prendre sa retraite. Et il s'est réfugié dans le village de Three Pines. Alors, le village des Trois Pins, en fait, c'est un village qu'on retrouve quasiment dans tout, et dès le premier volume. C'est un petit village paumé qui n'apparaît même pas sur les cartes du Québec. Et j'avoue, moi j'ai eu un coup de cœur pour cette série, un coup de cœur pour l'écriture de Louise Penny, pour l'inspecteur Armand Gamache, et surtout pour les habitants de Three Pines. Pourtant, en même temps, c'est pas un village tranquille, puisque généralement, comme il enquête là, c'est qu'il y a des meurtres. Alors même sur certains volumes, il quitte Three Pines, mais il peut quitter Three Pines, mais retrouver des habitants de Three Pines dans d'autres histoires. Et parmi ces habitants de Three Pines, il y a notamment Clara Moreau. Alors, il faut savoir qu'au début, Clara vit avec Peter. Ils sont peintres tous les deux. Elle est sculptrice aussi. Donc lui, il vient d'une famille plutôt aisée. Il est plutôt bel homme. Clara vient pas d'un milieu. Enfin, on n'en parle pas, je crois, mais bon, je pense pas qu'elle vienne d'un milieu particulièrement aisé.
Elle est pas très, voilà, elle est pas très jolie. Elle est toujours avec des taches de peinture sur elle ou des morceaux de, parce qu'elle est un peu gourmande, des morceaux de biscuits, mais voilà, mais elle dégage une joie de vivre, elle dégage quelque chose qui attire, quoi. Mais c'est vrai que sur le coup, on se dit, c'est pas évident comme couple. Et, euh, et en fait, Peter a du succès en tant que peintre et elle n'en a pas. Mais bon, ça ne lui pose pas de problème. Mais dès le premier volume, on les rencontre dès le premier volume, je crois que c'est... Oh, non, je vais pas vous dire de bêtises. Je sais pas si c'est noté. Non, c'est pas noté. Euh, non, je me demande si c'est pas nature morte, mais je suis pas sûre. Mais on sent que, enfin, les gens qui habitent Sweet Pines, Armand Gamache aussi, sentent qu'elle a énormément de talent et qu'elle demande qu'à être découverte. Et c'est ce qui va se passer dans un des volumes de la série. Elle va être voilà, découverte par un grand galériste qui va la faire connaître dans tout Québec. Donc voilà, elle est reconnue. Alors que Peter commence, parce que Peter voilà, il a une technicité dans sa peinture, mais il n'y a pas d'émotion. Et c'est ce qu'on voit, on parle beaucoup d'art dans ce, mais sans que ce soit gonflant, hein, je vous le dis tout de suite, mais on parle beaucoup d'art et de l'émotion de l'art. C'est-à-dire que, en fait, ce que dit le livre, c'est que ce qui est important, c'est pas forcément que ce soit très technique, notamment dans la peinture. Après, je suis pas une grande spécialiste hein, des arts, à part la littérature, mais sinon, je suis pas une grande spécialiste. Mais ce que dit l'auteur, c'est que ce qui est important, c'est l'émotion qu'on ressent. Même si c'est du dégoût, même si c'est de la colère, même si c'est de ressentir quelque chose face à une œuvre. Et lui, voilà, il est très technique, mais à part ça, voilà, donc c'est bien ce qu'il fait, c'est beau, c'est très technique. Alors que Clara déclenche quelque chose, elle déclenche une multitude d'émotions quand elle fait ses sculptures ou ses peintures. Et bon, suite à son succès, son mari, évidemment, le prend pas super bien. Donc elle sent qu'il est jaloux, donc elle lui dit on fait une pause de 1 an, et dans 1 an, tu reviens, si tu as envie de revenir, et puis on rediscute de notre couple. Or, ça fait plus d'1 an qu'il est parti, 1 an et plusieurs mois, et elle n'a plus aucune nouvelle de lui. Donc elle demande à Armand Gamache d'enquêter, puisqu'il lui il a encore voilà, des amis qui sont dans la police du Québec, pour essayer de le retrouver. Donc ils partent sur la piste de Peter. Alors c'est assez passionnant parce qu'on suit un artiste qui est un peu quand même... qui est torturé. On revoit, parce qu'on a déjà fait connaissance de la famille de Peter, mais là on revoit sa mère, c'est une horreur sa mère. C'est une femme horrible. C'est une très belle femme, genre très, très aisée, mais alors très froide. En fait, elle a toujours dit à son fils qu'elle n'a aucune peinture de son fils, elle a plein de peintures de grands maîtres québécois, que je ne connais absolument pas. Elle n'a aucune peinture de son fils, tout simplement parce qu'elle lui a dit qu'il n'arrivait pas au niveau de... Enfin, vraiment une éducation très stricte et puis plutôt enterrante plutôt qu'autre chose. Donc c'est pas voilà, voilà, on se dit que Peter on comprend un petit peu aussi le fait qu'il soit pas jaloux. C'est pas normal qu'il soit jaloux de sa femme. Elle n'a jamais rien dit le temps où il a été voilà plus connu qu'elle. Mais on comprend aussi sa souffrance. Donc ça devient un personnage très intéressant qui jusqu'ici était un petit peu, je dirais, dans l'ombre parce que Clara est quelqu'un tellement rayonnant quelque part, de par sa personnalité, que par sa gentillesse, que c'est vrai qu'on s'attache tout de suite à elle. Donc ils vont remonter sa piste, il est allé dans plusieurs villes où il y a eu de grands artistes comme Paris, comme Venise, comme Florence. Et il s'arrête même dans un petit village d'Écosse, parce qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi dans ce village d'Écosse, à Dumfries, pour ceux qui connaissent un peu l'Écosse. Et sa piste s'arrête à Québec. Donc ils vont jusque Québec, enfin jusque Montréal. Donc Québec, moi, je sais plus, oui, ils vont à Montréal, je dis pas de bêtises. Et là, ils vont même retrouver leur ancien... Enfin, Clara va retrouver son ancien professeur. Son professeur est le professeur de Peter, qui enseigne toujours. Ils vont reparler d'un ancien professeur qui avait créé un salon des rejetés, c'est-à-dire qu'il mettait toutes les œuvres qui avaient été rejetées, que les étudiants avaient faites, qui ont été rejetées. Vous imaginez, vous êtes jeune, vous vous donnez à fond dans ce que vous faites, et on vous met dans ce salon des rejetés. Et Clara s'était retrouvée dans ce salon des rejetés. Donc on retrouve, il y a toujours une histoire de passé présent dans les histoires de Louise Penny. Et ça, c'est passionnant. Et là, c'est le passé, enfin la jeunesse de Clara et Peter qu'on découvre.
Et bien sûr, comme d'habitude, à la fin, j'ai été cueillie parce que je ne m'attendais pas du tout à cette fin. Mais à chaque fois, hein, de toute façon, des fois, j'échafaude des hypothèses. Au dernier volume, je me suis dit, ah là, je tiens une piste. Il y avait un petit quelque chose, mais c'était pas encore ça. Mais là, encore une fois, je me suis fait cueillir et voilà, c'était pas ça du tout. Enfin, non, je crois que je n'ai même pas échafaudé d'hypothèse sur celui-ci. J'étais plus attirée par la quête en fait qu'ils entreprennent, parce que c'est une quête de Peter, mais c'est aussi une quête artistique et une quête de l'esprit de Peter, de tout ce qui lui est passé par la tête pour avoir suivi ce chemin. Et il y a une réflexion qui est assez intéressante puisque on parle des 9 muses. Hein, dans la mythologie grecque, il y a 9 muses qui représentent 9 arts. Alors, je ne me demandez pas de citer les 9. Déjà, les noms, c'est impossible. Les 9 arts, je serais incapable de vous les citer, mais par exemple, il y a la poésie. Il doit y avoir l'histoire dedans. Je me demande s'il n'y a pas la rhétorique aussi, il y a la danse. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est vrai que j'avais jamais fait attention à ça. Moi qui suis passionnée de mythologie grecque, j'avais jamais fait attention à ça. La sculpture et la peinture ne sont pas représentées. Il n'y a aucune des 9. C'est pas les muses, c'est les grâces. Non, non, c'est les muses, c'est bien les 9 muses. Les grâces, elles sont 3. Non, c'est les 9 muses. Il y a les 9 muses des arts. Il n'y en a aucune qui représente ou la peinture ou la sculpture. Et là, je me suis dit, c'est quand même incroyable, je m'en étais jamais rendu compte. Et c'est quand même. Je veux dire, les Grecs, dans l'Antiquité, faisaient énormément de sculptures. Alors du coup, ils se disent, est-ce que c'était trop dangereux comme art, la sculpture ou la peinture, pour qu'on la mette dans la mythologie? Voilà, ils échafaudent comme ça des réflexions et c'est franchement passionnant. Je vous dis, c'est pas gonflant du tout, hein, n'ayez pas peur. Moi, je suis pas une spécialiste de, je vous dis, sortie de la littérature, la peinture, tout ça, j'y connais pas grand-chose. La sculpture, n'en parlons pas. L'architecture, c'est catastrophique. Mais voilà, c'est passionnant et vraiment, c'est une quête, voilà. Et alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit 2 lièvres. Alors alors, je me suis demandé pourquoi 2 lièvres. Mes enfants me voyaient lire le livre, ils me disaient, mais c'est quoi les lapins dans le... Je ne sais pas. Et après, j'ai compris pourquoi il y avait ces lièvres. Disons que Peter a fait une drôle de rencontre et ça concerne son voyage en Écosse qui sera déclencheur pour lui. Voilà, donc encore une fois, voilà, donc les premiers sont sortis en poche hein, chez Babel, du coup, hein, la version poche de commande de Acte Noir. Si vous avez l'occasion ou de les emprunter voilà, ou de les acheter d'occasion, franchement, cette série, c'est un coup de cœur, j'adore. Enfin, tout simplement, j'adore, je ne suis jamais déçue. Le précédent volume était très fort et très intense. Voilà, ça a monté crescendo. Il y avait 2 enquêtes. Celui-là, peut-être un peu moins, mais ça reste quand même. Voilà, moi, je vous dis, je suis amoureuse voilà, de la personnalité d'Armand Gamache, qui est un inspecteur qui est. Voilà, c'est pas un être torturé. Il est marié, il a des enfants, il a des petits-enfants. C'est quelqu'un de très très bon. On pourrait le croire naïf, mais non, il a bien conscience que voilà que l'être humain, c'est voilà, c'est pas que de la bonté. Il pense que l'être humain voilà, est quelqu'un de bon à la base, mais qu'il suffit d'un petit quelque chose pour le faire basculer de l'autre côté. Et ce petit quelque chose, ça peut être une blessure d'enfance, ça peut être et puis quelque chose qui s'est passé autrefois, qui est devenu de la colère, qui est devenu de l'amertume, et jusqu'au jour où on bascule et où on devient criminel. Et je trouve que cette psychologie-là, elle est super bien définie par Louise Penny. Franchement, j'adore et je vous la conseille. Alors après, vous attendez pas à un thriller sanguinolent ni rien, c'est pas ça du tout. Par contre, les enquêtes sont vraiment très prenantes. Il y a eu une enquête aussi, un volume où il enquête sur Champlain. Champlain, c'est le Français qui a découvert Québec, puisqu'au départ, c'était français. Et en fait, on ne sait pas où est enterré son corps. Et justement, il enquête, il a peut-être une piste pour trouver, parce que pour les Québécois, voilà, ils aiment beaucoup la France, les Québécois. Et c'est important pour eux de retrouver le corps de Champlain, de savoir où il a été enterré. Et il y a toute une enquête comme ça, et c'est passionnant parce qu'on plonge dans l'histoire du Québec, donc c'est vraiment... voilà, enfin, je pourrais vous en parler des heures parce que j'adore cette série, elle est vraiment géniale. Donc voilà, un long retour de Louise Penny. Alors le suivant, par contre, je crois que c'était... Ouais, je vais reprendre ma petite liseuse. Hop. Alors c'était un roman policier. Diabolus Nostrum. Alors c'est de D.S. Champozac aux éditions Legacy. Alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, D.S. Champozac. Donc je suis en partenariat avec les éditions Legacy.
Ça fait plusieurs fois que je lis leurs romans, mais dans des genres assez différents. Il y a quelque temps, j'ai chroniqué Arthur Saint... Non, pas Arthur. À chaque fois, je dis Arthur parce que ça parle des légendes arthuriennes. C'est Martin Singlepin de Pierrick Carrel, qui est un roman... Ah, c'était le tome 2. C'est un roman jeunesse qui reprend les légendes arthuriennes, justement, qui prend un préado qui se retrouve voilà, pris dans les légendes... Sa famille a un rapport avec les légendes arthuriennes, sauf qu'on n'est plus à l'époque du roi Arthur. En fait, Camelot existe toujours. Enfin voilà, c'est la nouvelle Camelot ou Camelot. Enfin eux disent Camelot. Ce Camelot, c'est la série avec Alexandre Astier, c'est pas la même chose. Donc voilà, et je trouve qu'il reprend super. Alors il remet à sa sauce, il change des choses par rapport à la vraie légende arthurienne. Mais je trouve qu'il fait ça super bien et vraiment j'ai pris plaisir moi à lire cette lecture voilà, qui est plus pour les préados mais qui est vraiment super intéressante. Enfin, moi j'adore tout ce qui est histoire autour des légendes arthuriennes, des chevaliers de la table ronde et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai lu aussi chez eux ce qu'on appelle du feel good, notamment Mérida Reinhardt et juste pareil j'ai beaucoup aimé, enfin j'étais pas loin du coup de cœur à chaque fois et je veux dire ça fait quand même des années que je lis donc pour me donner encore des coups de cœur c'est pas évident quand même. Et là, par contre, j'ai lu le... donc, je suis partie sur un policier. Je dis, je vais tenter. Et dès les premières pages, j'étais prise dedans. C'était foutu. J'ai eu bien du mal à reposer ma liseuse. En fait, si on voit voilà, un cheval de carrousel, c'est parce que c'était un homme qui a un certain âge, qui a racheté, rénové un carrousel. Et comme tous les matins, il se lève pour le mettre en route, enfin le nettoyer, et il trouve, ça démarre fort, hein, parce qu'on débute avec quand même avec un meurtre, le meurtre d'une enfant. Et voilà, il y a des meurtres d'enfants dedans, il faut que vous le sachiez, et qui est mis en scène d'une façon très particulière. J'avais fait une photo d'ailleurs avec la liseuse, il y a une poupée en porcelaine dessus, c'est pas un hasard si j'ai mis une poupée en porcelaine. Donc on se dit que le tueur, voilà, on va pas tomber sur un tueur en série commun, quoi. Enfin, on se dit déjà ça va être un tueur en série, c'est sûr, et on va pas tomber sur quelqu'un de commun dans sa façon de mettre en scène. Donc on va suivre comment je vous dis pas de bêtises, une inspectrice. C'est ça, c'est une inspectrice. Oh là là, j'ai un doute. C'est horrible ça. Quand vous oubliez comme ça les. Attends, je l'ai lu il y a pas très longtemps. Ah, je sais plus comment elle s'appelle là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, voilà, ça me revient. Alors, on suit Lara qui est inspectrice. Non, je ne sais pas si elle est inspectrice, enfin qui est policière. Elle fait équipe avec Rémi. Alors, ils ont à peu près le même âge, hein, ils ont dans la trentaine. Mais j'ai cru que Rémi était beaucoup plus vieux parce qu'il fait très flic, un peu revenu de tout. Mais par contre, j'ai adoré le duo qu'ils formaient parce qu'il est assez plus que complice, il est très complémentaire. C'est-à-dire que, et c'est marrant parce que d'ailleurs, d'habitude, on donnerait plutôt cette attitude-là à l'homme, là on la donne à Lara. C'est-à-dire que Lara, elle est toujours très impassible. Ce qui énerve des fois son coéquipier parce qu'on dirait qu'elle n'a pas d'émotion. Au point que parmi ses collègues, elle passe pour une sociopathe. Je ne suis pas sûre qu'elle soit sociopathe, mais comme elle reste toujours de marbre devant tout, qu'elle ne s'énerve jamais, tout le monde a l'impression qu'elle est un peu, assez, voilà, qu'elle est trop, pas blasée, mais vraiment, ouais, sociopathe. Je ne pense pas qu'elle le soit parce qu'à la fin du roman, elle a quand même une réaction, une grosse réaction, et d'ailleurs, on a une grosse surprise à la fin. Et il y aura un volume 2 d'ailleurs. C'est vrai que quand on referme le livre, on se dit ah ouais, non, c'est pas possible. Il y a un volume 2, et effectivement, il y a un volume 2. Rémi, par contre, son collègue, alors lui, on a l'impression, pourtant il a qu'une trentaine d'années, mais on a l'impression d'avoir un vieux flic blasé. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, lui, est tout en émotion. C'est-à-dire en fait, il en peut plus, il supporte plus ces scènes de crime, il supporte plus de voir toutes ces horreurs. Et là, en plus, ça touche une enfant, donc évidemment, c'est encore pire. Et du coup, il part dans les tours, mais tout de suite, il s'énerve au point qu'il se met à mal avec ses collègues, parce qu'il crie sur tout le monde, notamment sur la police scientifique, sur les médecins légistes, qui n'y sont pour rien, qui font leur taf. Mais voilà, il s'énerve sur tout le monde, au point qu'elle est obligée, c'est pour ça justement, elle lui sert un peu de catalyseur, elle l'aide à se calmer un petit peu. C'est pour ça que leur chef les a mis ensemble d'ailleurs.
Et ouais, voilà, il part vite et on comprend, et du coup, on apprécie aussi beaucoup de ce personnage, parce qu'on comprend qu'il en est marre de toutes ces horreurs. Voilà, il a plus de vie de famille, il est divorcé, il voit plus sa fille. Enfin, voilà, c'est triste. Et c'est vrai qu'il voilà, il est très 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 nerveux. Et, au- enfin, je sais pas si je peux vous le dire parce que je ne voudrais pas trop spoiler le roman quand même. Euh, mais disons qu'il va se retrouver dans une situation très délicate. Euh, et là, même dans sa situation délicate, il cherche à rendre justice. Alors que franchement, et en se mettant en danger. Donc voilà, donc c'est un personnage qui est vraiment super bien fait. Et Lara, c'est pareil, parce que même si on la trouve froide, elle est sympa avec ses collègues quand même. Et puis on sent que justement, elle essaie de rester voilà, fixée sur son enquête, parce qu'elle se rend bien compte qu'elle n'a pas affaire à un tueur voilà, habituel. Du coup, il y a un autre jeune policier qui va venir l'aider aussi sur l'enquête. Et je vous dis, à la fin, c'est pas tant de découvrir qui a tué, mais enfin qui est le tueur, mais pourquoi il fait ça. Et puis il y a un rebondissement, je sais pas, au milieu fin du roman, qui remet tout en cause et qui va déclencher des réactions. Bon, Rémi, il est impliqué aussi dedans, mais qui va déclencher une réaction. Effectivement, on comprend la décision de Lara à la fin du roman. Mais voilà, disons que le tueur a laissé un héritage aussi, que Lara va récupérer, et je pense que c'est dans le volume 2 où on verra ce qu'elle va en faire. Donc voilà, aux éditions Legacy, donc c'est pas une grosse maison d'édition. Au départ, il faisait que en numérique. J'ai vu qu'il faisait les livres maintenant, enfin du moins pour Arthur Singlepin, et pour celui-ci, j'ai vu aussi qu'il le faisait en brochet, pour ceux qui préfèrent les versions papier. Voilà, enfin n'hésitez pas. En tout cas, c'est un très bon policier. Vous êtes vraiment pris dedans. Les personnages sont, même les personnages secondaires sont les médecins légistes. Là, on parle pas mal de l'équipe scientifique et je trouve ça vachement intéressant. C'est-à-dire qu'on, voilà, Lara a des dialogues avec eux, on voit leur travail. Je trouve que c'était bien aussi de s'arrêter sur ces personnages-là, et vraiment j'ai beaucoup aimé. Ça a été une lecture très agréable. Alors, je regarde toujours mon petit cahier parce que je voudrais pas chanter à livre entre deux. Alors, par contre, là, dans un autre genre, voilà, j'ai voilà, lu, alors, je vous dis, hein, comme c'est des livres que j'emprunte à la médiathèque, que je vous montre pas le code barre, parce que bon, je préfère quand même, voilà, par souci voilà, de discrétion. Donc, j'ai emprunté Kingdom Game, qui faisait partie aussi de mes lectures pour le Cold Winter Challenge, qui s'est terminé. Donc j'ai réussi mon Cold Winter Challenge, il me reste plus que 2 chroniques à faire, mais j'ai lu tous les livres et je vous ferai un bilan de mes lectures. Donc voilà, donc alors là on est, je pense encore une fois, hein, parce que vous savez que les mangas sont, je montre toujours voilà, la première qui est en couleur. Voilà, parce qu'après, bon ben voilà, c'est en noir et blanc, hein, pour ceux qui connaissent pas les mangas. On est peut-être plus dans du seinen, hein, c'est-à-dire pour adultes, parce que vous avez enfin, en France c'est un peu schématisé, hein, parce qu'au Japon ils ont des mangas ils ont même pour les personnes âgées. Ils ont des mangas érotiques, ils ont des mangas porno, enfin voilà, ils sont de tout quoi. Mais en France, on est les deuxièmes consommateurs de mangas après les Japonais, donc c'est quand même pas mal. Alors il y a des mangas pour les jeunes filles, pour schématiser, mangas pour les jeunes garçons. Là, je le mettrais un petit peu en seinen, plus pour adultes. En fait, ce sont 7 jeunes, alors je sais plus si c'est des collégiens ou des lycéens. Voilà. 7 lycéens qui vont visiter un lieu historique. Alors d'ailleurs, c'est marrant, en fait, où le lieu où ils se rendent, en fait, c'était un lieu autrefois où il y a eu un bastion chrétien. Donc c'est marrant de se dire qu'il y a eu enfin, voilà, qu'il y a eu aussi des bastions chrétiens autrefois au Japon. Je me dis, bah, c'est vrai qu'après tout, ils ont essayé d'évangéliser un peu tous les pays, donc oui, pourquoi pas le Japon. Mais c'est quand même assez intéressant de savoir ça. Et autrefois, voilà, donc il y avait ce bastion chrétien. Donc bien sûr, les autres n'étaient pas d'accord. Donc ils ont enlevé une princesse chrétienne, ils l'ont torturée, enfin voilà. Ça a apparemment été très dur. Et elle est morte là.
Et ils vont visiter ce lieu. Et d'un seul coup, ils se retrouvent face à un drôle de personnage d'ailleurs. Ça, c'est un peu le truc manga. Je vous mets des personnages un peu bizarroïdes qui devraient faire rire, mais qui ne vous font pas rire du tout parce qu'ils sont vraiment très inquiétants. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Alors, il leur apparaît d'un seul coup. Non, on va pas le voir tout de suite. Je suis pas à la bonne page. Titalala, tilala, tilala. Mais vas-tu apparaître? Vais-je te retrouver? Alors, voilà. Alors, oui, on le voit un petit peu, voilà, ici, vous voyez. Voilà, on ne voit pas, il a des yeux, voilà, cachés, il a un chapeau, on ne le voit quasiment pas. Et en fait, leur apparaît là, donc je pense que c'est la princesse qui a été torturée, puisqu'on voit qu'elle a une croix là, qui leur apparaît, puis après ce personnage. Et en fait, elle leur dit, il est temps que les choses changent, que le royaume revienne, donc en Kingdom Game, hein, le jeu du royaume. Et elle dit, tous les jours, des rôles vous seront distribués. L'un de vous sera soit le roi, soit la reine. 3 autres seront des nobles et les 4 derniers seront des plébéiens, c'est-à-dire des gens du peuple. Donc puis voilà, puis alors ils se disent mais on a rêvé, qu'est-ce que c'est n'importe quoi, on a dû avoir un voilà, bon voilà, ça leur arrive d'un seul coup, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, bon aussi c'est voilà, c'est un jeu. Et le lendemain, ils se retrouvent, en fait ils vont se retrouver avec un tatouage sur c'est ce qu'on voit un peu sur la couverture. Voilà, ils vont se retrouver avec un tatouage qui va changer tous les jours à minuit, qui va leur donner leur rôle, soit roi, soit noble, soit plébéien. Mais le truc, c'est que le roi ou la reine peut décider de tout sur les 6 autres, qu'ils soient plébéiens ou nobles. Les 3 nobles peuvent décider de tout sur les plébéiens, sur les 4 plébéiens. C'est-à-dire s'ils leur demandent de se crever un œil, ils peuvent se crever un œil. Voilà, mais les plébéiens ont quand même un truc, c'est-à-dire que si sur les 4 plébéiens, il y en a 3 qui se révoltent, l'action s'arrête. Mais c'est plus complexe que ça, enfin je vous expliquerai, enfin je ne vais pas vous dire non plus tout vous spoiler. Donc évidemment, ils se retrouvent, alors évidemment comme il y a des filles, des garçons, notamment le héros est proche d'une des jeunes filles. Voilà, on sent qu'il y a un petit quelque chose entre eux, mais il est toujours collé par la jeune fille qu'on voit ici. Elle est amoureuse de lui, elle le colle tout le temps. Donc évidemment, quand elle devient reine, elle veut l'obliger à l'aimer. Donc c'est voilà. Et là, il arrive à faire en sorte que les plébéiens se révoltent. Et là, il se passe un truc horrible. Mais je ne vais pas vous le dire. Voilà. Donc j'aime bien ce genre de roman, voilà, qui un peu comme King's Game, que j'ai pas fini de lire d'ailleurs. J'arrivais pas à mettre la main sur le dernier. Et là, j'avais oublié que j'avais acheté toute la série. Je l'ai retrouvée dans un placard. Il est un petit peu moins bien fait. Il est un petit peu moins intense, moins prenant. Après, si vous n'avez jamais lu ce genre de manga où il y a du fantastique, où il y a des épreuves qui sont imposées, voilà, c'est des épreuves qui sont imposées à des jeunes. Ils connaissent pas toutes les règles du jeu, mais en tout cas, c'est un jeu qui peut vite devenir mortel, donc très dangereux. Donc voilà, j'ai les autres tomes, je vais voir ce que donne le. Je suis toujours embêtée que ce code-là. Je vais voir ce que donne le reste de la série. Je vous en dirai plus, de toute façon je le chroniquerai, puis je vous en dirai un petit peu plus pour la suite. Et voir, voilà. Voilà, je suis un peu en demi-teinte. Oui, j'ai bien aimé, un peu en demi-teinte, mais bon, j'attends de voir les suivants. Ensuite, je me rends compte, je ne sais même pas si je vais, parce qu'au bout d'une demi-heure, la carte, en fait, ça se coupe. Et comme j'ai pas de logiciel de montage, je suis obligée de m'arrêter à une demi-heure et quelques, c'est un petit peu casse-pied, mais bon, c'est toujours les problèmes. Et je vous avoue que je n'ai pas à investir dans un logiciel de montage pour le moment. Donc là, on retombe dans un roman qui se passe au 19e siècle, qui s'appelle Forest Hill, d'Isabelle Crépy. Alors j'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dans le roman, parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de dialogues, et je me suis un petit peu perdue dedans. Et je me suis dit, oui, mais continue, parce que certainement tu vas avoir des explications dans le second tome. Et effectivement, c'est dans le second tome, dans la seconde partie. Et effectivement, dans la seconde partie, on revient sur le passé et on nous explique les choses.
Mais en fait, il reste un grand mystère. Alors, j'en ai discuté avec l'auteur parce que je dis, mais ce mystère, voilà, moi, ça, est-ce que j'ai compris? Moi, j'ai compris ça. Elle me dit c'est une des solutions, mais en fait, elle a fait exprès pour que le lecteur fasse son choix et décide par lui-même de la fin, mais aussi du pourquoi des actions de Marie, qui est le personnage principal de ce roman. Donc Forest Hill, c'est une grande maison bourgeoise au 19e siècle. Mais Forest Hill, pour moi, c'est aussi tous ceux qui s'approchent de la maison. Je trouve que voilà, qui s'en approchent ou qui ont vécu dedans sont comme frappés d'une malédiction. Que ce soit les gens du passé, que ce soit les gens, parce qu'on voit l'histoire de Marie, mais on voit aussi après l'histoire de Marie. Et on s'est dit, ils se sont approchés de Forest Hill aussi, ces personnages-là, et ils sont poursuivis par une sorte de malédiction. Et c'est vrai que du coup, ça donne une ambiance très énigmatique, angoissante aussi, et un peu dure, parce que je sais, c'est pas des personnages. Bon, à part Marie qui est plus ambivalente, mais c'est pas des personnages méchants à la base. Mais surtout à la fin, les derniers personnages, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Mais voilà, c'est une malédiction, c'est tout. Et voilà, et quand une malédiction vous tombe dessus, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et donc, voilà, j'avais trouvé vraiment, voilà, si je me suis perdue un peu dans la première partie, j'ai trouvé le reste assez fascinant et très énigmatique, très intriguant. J'ai beaucoup aimé cette atmosphère. Et puis, voilà, et le livre est pas très long. Ouais, il aurait peut-être fallu développer un petit peu plus pour en savoir plus pour Marie, mais en tout cas, c'est très bien. Puis j'aime bien parce que ça se passe au 19e siècle, mais les personnages féminins, notamment dans la première partie, notamment comme Marie, sont très forts. Je veux dire, normalement, à cette époque-là, les femmes restaient à la maison et puis c'est tout. Là, ce sont des personnages quand même assez forts. Marie est très ambivalente. Elle est à la fois quelqu'un de doux, gentil, d'amoureuse, compatissante, et en même temps, elle peut être très cruelle. Mais elle-même va subir le poids de la malédiction, en fait. Alors, est-ce que c'est elle aussi qui a déclenché cette malédiction, ou est-ce que ça remonte à son passé, à son père et à sa mère? Voilà, c'est difficile à dire. En tout cas, voilà, c'est un roman qui est assez intriguant, très énigmatique, et qui vous oblige aussi voilà, à réfléchir, à vous faire votre propre opinion. Et ça, c'est bien aussi quand on oblige un petit peu le lecteur, sans non plus le violenter, mais on oblige le lecteur à réfléchir un petit peu sur sur la fin et sur le pourquoi du comment. Voilà, je vais terminer ici parce que je vois que là, sinon la vidéo va couper. Donc je vous retrouverai pour un prochain, je pense que je ferai peut-être mon bilan du Cold Winter Challenge, ou alors pour un update lecture. Je verrai bien, selon l'inspiration. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces romans. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à vous abonner. Surtout, voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi, que voilà, qu'il y a des choses qui vous intéressent. À commenter pour qu'on partage. À me dire s'il y a des livres dedans que vous avez déjà lus ou pas. Voilà, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre opinion aussi. Et puis voilà, puis abonnez-vous, quoi. Je sais qu'en ce moment, voilà, on n'a peut-être pas toujours la tête à ça, mais bon, ça peut toujours être sympa de. Moi, j'aime bien me mettre en fond des